Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes déjà très nombreux à être connectés pour ce très beau colloque que j'ai le plaisir d'animer. Ces deux demi-journées avec l'après-midi des ateliers dédiés où vous êtes inscrits. Un colloque dédié à la transition écologique des événements sportifs et culturels. Et nous allons voir pendant ces deux matinées eh bien, les ponts qui peuvent s'opérer entre ces deux univers. Et ils sont très nombreux. Alors déjà, un colloque qui est organisé à l'initiative du Cross-Bretagne et du collectif des festivals et qui est produit par l'agence Belle Équipe. Donc un grand merci aux partenaires de ce colloque. Et puis également un très joli programme grâce à eux pour ces deux demi-journées. Pour ce matin, en tout cas, regardez le programme qui s'affiche. Nous allons avoir une première table ronde avec nos intervenants qui sont déjà à côté de moi, consacrée aux événements responsables sur le territoire breton, avec des échanges sur l'engagement des politiques publiques en faveur de ces événements responsables et justement les ponts que nous pouvons trouver entre les deux univers sportifs et culturels. Et puis après cette table ronde, nous aurons un regard croisé face aux enjeux climatiques. Quel rôle pour le secteur du sport et de la culture. Et puis également des pitchs en fin de matinée sur des initiatives innovantes dans ces deux domaines culturels et sportifs de l'événementiel. Alors, vous allez pouvoir interagir avec nous via l'application Klaxoon. Je suis sûre que vous connaissez déjà, vous avez l'habitude maintenant de tous ces outils. Vous pouvez soit flasher le QR code qui s'affiche à l'écran ou alors taper l'adresse également pour vous connecter à l'application Klaxoon. Vous suivez les inscriptions, c'est assez simple. Et après, vous allez pouvoir interagir avec nous, poser des questions, réagir au fil de nos échanges et je vous invite vivement à le faire. Vous allez également être sollicité pour répondre à des sondages, à des nuages de mots dont nous verrons, j'espère, le résultat. Et à tout moment, vous pouvez poser des questions en cliquant sur un plus là, qui doit s'afficher en bas de l'écran, vous le retrouverez, et en sélectionnant message. Donc voilà pour l'application Klaxoon. Donc merci d'avance pour la richesse de toutes vos questions. Et puis sans plus tarder, je vous propose de démarrer notre première table ronde. Et voilà, un débat autour des événements responsables de demain, l'enjeu des politiques publiques, tous les outils qui peuvent accompagner les organisateurs d'événements sportifs et culturels et les actions communes engagées. Pierre Pouliquin est avec nous, merci beaucoup, vice-président en charge du sport à la région Bretagne. À vos côtés, Audrey Wittersheim, chargée de mission développement durable et sport de nature au CNOSF. Merci également d'avoir fait le déplacement pour nous rejoindre à Rennes. Caroline Vincent, directrice du Cross Bretagne, et à mes côtés, Marilyn Lair, directrice du collectif des festivals. Alors, la Bretagne, vous le savez, est extrêmement riche en festivals de tout genre, d'ailleurs, spectacles, événements sportifs, culturels. Pourquoi donc c'est important de se poser la question, Pierre Pouliquin, de cette transition écologique des événements culturels et sportifs? Et surtout, est-ce que vous savez ce que ça représente en termes d'impact? Est-ce que c'est vraiment très important? C'est très très important, hein. On a tendance à parler de la transition écologique, notamment sur l'économie, sur l'agriculture en fait. On en fait des grands. D'ailleurs, on vient de sortir de la COP26, on n'a pas entendu parler de la culture et du sport. Mais pour moi, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est là où on a le plus de personnes en fait qui se retrouvent avec des horizons différentes et donc qui peuvent apporter les uns et les autres en fait vers une transition et notamment une transition douce, puisque on sait aujourd'hui que certains ont peur, en fait, tout simplement, parce qu'ils ont peur de changer de façon de faire, de changer de cap.
Mais je crois que l'appétence au niveau de la culture, du sport, elle est vraiment là. On sent d'ailleurs une dynamique. Ça fait très très longtemps que les festivals, que les organisations sportives, les grandes manifestations ont déjà les gobelets en carton, etc. C'était même les premiers à avoir lancé ce mouvement-là. Exactement. Mais on a tendance, comme à chaque fois, en fait, même quand on construit des budgets notamment, hein, à prendre le sport et la culture un peu à la fin, en fait. Et il faut à tout prix, nous, en Bretagne, qui avons une concentration très forte dans la culture, très forte dans le sport, c'est vrai qu'on est encore numéro 1 en termes de licenciés par rapport à la population, au nombre d'habitants. Donc il faut vraiment qu'on se saisisse de cette question, mais de façon différente peut-être que de faire des grands raouts qu'on connaît et qu'on vient de connaître aujourd'hui sans, quelque part, on ne voit pas trop ce qu'il en sort d'ailleurs. Donc on doit à tout prix agir, déjà pour aller vers une société décarbonée. Je pense que c'est important, il faut vraiment qu'on l'inclue dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos politiques, mais aussi aller vers une société encore plus de proximité. Et donc je pense qu'on doit, voilà, on doit accompagner, on doit être exemplaire, on doit déjà, nous, collectivités, être exemplaires vis-à-vis de la population. Et puis, on doit se servir de l'image qu'a le sport, ce que véhicule le sport et la culture. Et notamment, quand je prends dans le sport, les grands clubs sont quand même vecteurs de communication de façon extraordinaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils vont vers un peu plus sur la RSE. Donc il faut qu'on les accompagne dans les actions, mais de faire en sorte que ça aille vers le grand public et que ça aille aussi vers la société qui fait vivre le vivre ensemble, tout simplement dans l'associatif. C'est une très belle vitrine, hein. C'est vrai que ces événements, c'est aussi l'occasion de partager, d'évoquer tous ces sujets-là avec le public très nombreux qui se déplace. Mais si je me permets, donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus de manifestations, d'organisations. Demain, on doit aussi aller aider dans la pratique. Dans la pratique, qu'elle soit la musique, qu'elle soit sportive. En dehors des événements, oui. Tout à fait. Oui. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Et j'ai un exemple sur la Ligue de Bretagne de handball qui a essayé, alors c'est pas facile, qui a essayé de faire en sorte de ne plus raisonner en comités départementaux pour faire en sorte que les jeunes, en fait, aient moins de déplacements déjà à faire, puisque vous avez une frontière départementale qui existe, un club qui peut être juste à 5 km, mais comme vous êtes dans le Morbihan et que le club est dans le Finistère, vous êtes obligé de faire un déplacement à l'autre côté du Morbihan, c'est-à-dire faire 340 km aller-retour. Donc ça, je pense qu'il faut aller. Mais ça veut dire que les collectivités doivent prendre conscience du pourquoi on le fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les départements, quelque part, se sont dit, bah, vous ne faites plus de comités départementaux, pourquoi on continuerait à vous financer? Donc le nerf de la guerre, il est quand même toujours là. Donc voilà, c'est apporter des bons exemples et puis aller vers, et puis travailler collectivement. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui pour ce colloque. Je crois que c'est très important. Le CROSS rassemble beaucoup. Le collectif des festivals rassemble beaucoup. Donc c'est là où nous aussi, à travers vous, on a les acteurs de demain qui sont là et qui doivent aller. Et puis la jeunesse. La jeunesse, elle est déjà ancrée. On n'a pas besoin de l'intégrer. Elle veut tout simplement être force d'action. Et il faut y penser et l'intégrer tout le temps dans nos réflexions, tout simplement. Voilà, parce que l'urgence est là et l'urgence climatique est là, donc il ne faut pas attendre, effectivement. Alors vous citiez, là, quand on en a discuté, la Coupe du Monde du Qatar, on va éviter ce genre de trucs. Des fois, il faut peut-être aller sur vraiment le contre-exemple pour se voir une aberration. Moi, oui, on va même pas en parler parce qu'on dirait, on va pas se faire que des amis et puis en plus. On est entre nous, hein. Non, justement, je pense qu'on est plusieurs à y penser et à penser la même chose. On est là pour tout se dire en même temps ce matin ensemble. Donc voilà, évitons ce genre d'aberration et allons vers du responsable à tous les niveaux et jusqu'au niveau des clubs. Vous avez lancé la Brace Cup, Pierre Poulic, enfin en tout cas la région Bretagne. Oui, c'était vous en particulier, la Brace Cup? Non, c'était pas moi. L'initiative, mais enfin vous la portez. C'était Alors j'ai été sur un volet par rapport à la jeunesse en fait. Je me suis battu pour qu'on ait une journée jeunesse sur la Brace Cup. Alors vous nous rappelez ce qu'est l'ambition de la Brace Cup et le lien avec les événements culturels et sportifs? La Brace Cup en fait est née de la COP 21. Le président Loïc Chenet-Gérard s'est dit la COP 21 est là, elle est présente, il faut que la Bretagne aussi s'engage derrière ça. Et s'engage de façon collective pour ses territoires. Et donc c'est vrai que il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'associations, d'entreprises, de collectivités, même de jeunes qui ont apporté des contributions. Et après, on a regardé toutes les contributions, de voir comment on pouvait faire en sorte avec ce qui avait été apporté pour mener à bien les transitions en Bretagne. Alors c'est vrai que l'inconvénient qu'on a eu, comme tout le monde, c'est que la Brace Cup était en 2019.
qu'en 2020, vous avez hélas la Covid qui est arrivée. Et donc, j'avoue qu'on s'est un peu arrêté. Cela dit, nous avons quand même eu, nous, comme objectif, d'intégrer dans nos politiques la notion de la Brescop. C'est-à-dire ces 36 engagements on devait les mettre en œuvre dans nos politiques. Alors, ce qui n'était pas facile pour le sport et la culture, je l'avoue. Donc, c'est vrai qu'on va continuer à travailler, puisque la COP26, comme je disais, est arrivée. Et puis, 2021, on n'avait plus le droit, en fait, quelque part, de montrer ce qu'on pouvait faire, puisqu'on avait des échéances électorales qui arrivaient assez rapidement. On aurait pu le faire si on avait su que ça se décalait quand même. En fait, donc, du coup, on va relancer. On va relancer parce qu'on travaille. Aujourd'hui, il y a quand même eu aussi quelque chose de très fort à la région, c'est-à-dire que le premier vice-président, alors était à la culture avant, c'est vrai, mais il est toujours aussi, elle est toujours aussi importante, la vice-présidente. Et la vice-présidence, c'est ses politiques culturelles. Mais là, on a mis vraiment quelqu'un qui est sur les mobilités et sur le climat. Et on va travailler dans les jours qui viennent sur un budget vert. Donc, montrer l'exemple. On va travailler aussi avec les autres pays. On a profité d'être à Glasgow pour pouvoir travailler avec l'Écosse. Et donc, voilà, on va relancer ceci. Et du coup, au niveau du sport, on a aussi une réflexion là-dessus, de savoir comment, je vous parlais des clubs et la RSE, de voir comment on accompagne, comment, en fait, quelque part, on les incite à faire des actions. C'est souvent des incitations financières. Et donc, on verra après comment ça se relance. En tout cas, l'ambition est fixée, le cap aussi, et on sait où on veut aller. On veut vraiment d'une Bretagne décarbonée, et on est capable de le faire parce que la population et les Bretonnes et Bretons sont toujours allants pour aller vers l'avenir. Je crois que c'est important de se soucier, notamment pour nos enfants et nos petits-enfants. S'il y a des questions, on pourra peut-être revenir sur les actions prioritaires à mettre en place si vous avez des exemples. Audrey Wittersheim, merci d'être avec nous également. Alors là, le CNOSF également s'est engagé très, très vivement dans le développement durable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands enjeux pour le CNOSF? Oui, bien sûr. Alors, si ça marche. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche? On va voir ça tout de suite. Ok, ça marche. Donc oui, le CNOSF porte des ambitions de développement durable depuis un certain nombre d'années maintenant. Et c'est un engagement qu'on a renforcé ces 4 dernières années, surtout en structurant une démarche de responsabilité sociétale des organisations sportives. Donc nous, on parle plutôt de RSO. Au niveau national, mais voilà, on utilise aussi RSE, développement durable, de manière RSO, voilà, oui. On parle à peu près de la même chose. On parle la même chose, responsabilité sociétale et environnementale, responsabilité sociétale des organisations. C'est vrai que nous, si vous regardez sur le site internet du CNO et tout ce qu'on a pu développer, on va surtout parler de RSO. Donc voilà, je le positionne parce que si j'en parle derrière, de manière un peu automatique, vous savez ce qui se cache derrière le terme RSO. Donc oui, on a développé pas mal d'outils. L'idée pour nous, c'est vraiment de porter de porter la RSO, de porter le développement durable dans toutes les stratégies de développement des organisations sportives, donc du mouvement sportif associatif, et de faire en sorte que ce développement durable-là soit vraiment vu comme une opportunité, un moyen de développement. C'est bien précisé parce que souvent c'est plutôt perçu comme une contrainte, un frein, quelque chose en plus. Quelque chose en plus. Voilà. Donc là, non, c'est vraiment prendre ça sous l'angle opportunité et qu'est-ce qu'on fait avec. Exactement. C'est vraiment pour nous l'opportunité pour les associations sportives de faire évoluer leurs projets, faire évoluer leurs activités, s'ancrer vraiment dans une démarche d'amélioration continue et de répondre finalement au mieux aux enjeux climatiques, aux défis que l'on connaît aujourd'hui, qu'ils soient solidaires, sociétaux, sanitaires, et puis de répondre au mieux aussi aux besoins et aux attentes des parties prenantes, donc là de toutes les parties prenantes, parce que ça on voit aujourd'hui que le développement durable c'est quand même demandé, il y a une vraie prise de conscience sur ce sujet-là. Et les parties prenantes, c'est quoi? C'est tout l'écosystème sportif au sens très très large? C'est toutes les personnes qui gravitent autour de son organisation sportive. Ça va être bien entendu le licencié, le pratiquant, mais il va aussi y avoir les partenaires, les prestataires avec lesquels on va travailler, les salariés, les élus, tous ceux qui constituent aussi l'organisation sportive. Et les nombreux bénévoles qui sont sollicités. Exactement, bien sûr. Donc voilà, donc effectivement pour nous c'est vraiment, et on veut vraiment le montrer comme étant un vrai moyen, une opportunité en tout cas de développer son organisation sportive. C'est bien sûr pas du tout quelque chose de nouveau, ça c'est quelque chose aussi qu'on essaye de démontrer. On en fait déjà tous dans le sport, quand on parle de sport on en fait déjà tous depuis longtemps. Par contre aujourd'hui ce qu'on a besoin c'est de structurer sa démarche,
de la renforcer et de la valoriser. De valoriser aussi tout ce qu'on fait, de faire connaître tout ce qu'on fait. Ça veut dire aussi partager. la mesurer un peu, quoi, quand même, de voir l'évolution. Ouais. Ça fait partie de la partie renforcée. C'est là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément évaluées. On ne voit pas forcément l'impact. Et donc, derrière, en plus, on a des difficultés derrière pour la valoriser. Puisque ce n'est pas forcément suivi ou évalué. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, d'en faire une vraie stratégie de développement et de vraiment l'intégrer dans sa façon de fonctionner, que ce soit pour ses activités au quotidien, on parlait vraiment de la pratique sportive au jour le jour, mais aussi dans les organisations de manifestations sportives. Et donc nous, au niveau national, on s'appuie du coup sur plusieurs personnes pour développer ça. On travaille bien entendu avec des acteurs au niveau national, mais on a aussi nos membres, donc nos 108 fédérations membres, qu'on accompagne au niveau national et qui derrière, au travers de leur stratégie fédérale, font ruisseler ce développement durable-là, les principes de développement durable jusqu'au club sportif. Et puis on s'appuie sur nos structures déconcentrées, donc les CROSS, les CDOS et les CTOS, avec lesquels on travaille, dirais-je, de deux manières. À la fois, nous, on leur transmet du coup des outils que l'on peut développer au niveau national, et puis on leur laisse vraiment la possibilité de déployer tous ces outils-là et tout leur le développement durable et tous les autres principes sportifs que l'on porte au niveau local. Et puis, on attend surtout d'eux aussi qu'ils nous fassent remonter toutes les bonnes initiatives, les bonnes pratiques qu'il y a sur les territoires et d'avoir des retours de terrain finalement qui viennent nous nourrir derrière au niveau national. Alors c'est pareil, hein, si vous avez des exemples très concrets d'initiatives, de bonnes pratiques à partager, on est aussi là pour ça. Donc si vous êtes dans les 100 fédérations, plus de 100 fédérations, s'il y en a qui sont particulièrement... J'imagine qu'ils sont plus dynamiques que les autres, qui ont pris peut-être un temps d'avance. N'hésitez pas aussi. Il y en a de plus en plus. Merci. Alors, Caroline Vincent, juste avant de vous passer la parole, eh bien, je vous propose de découvrir l'émission du Cross en images. Regardez. Le Comité régional olympique et sportif de Bretagne est le représentant territorial régional du Comité national olympique et sportif français. Donc il a pour but de soutenir, promouvoir le mouvement sportif breton. Nous intervenons dans des domaines multiples autour des enjeux du développement du sport, intervenant également sur le développement durable en accompagnant un certain nombre d'acteurs bretons et notamment les organisateurs de manifestations sportives. Le Comité régional olympique et sportif de Bretagne, en partenariat avec les 4 comités départementaux olympiques et sportifs bretons, accompagne les organisateurs de manifestations sportives vers une démarche éco-responsable, une démarche qualité pour l'organisation de leur événement. Alors cet accompagnement est possible grâce à un partenariat, une convention pluriannuelle que nous avons avec l'ADEME Bretagne qui nous soutient financièrement et nous permet d'accompagner les organisateurs sur la Bretagne. Cet accompagnement se traduit par une charte régionale qui existe sur le territoire, donc en Bretagne, où les organisateurs peuvent devenir signataires. Une charte qui est basée sur 2 notions, cette notion de responsabilité sociétale des organisations et cette notion de développement durable. Alors lorsque l'organisateur de l'événement sportif va signer cette charte, il va pouvoir bénéficier donc d'un accompagnement qui peut être un accompagnement individuel ou collectif. L'accompagnement individuel va lui permettre de bénéficier d'un autodiagnostic via un outil qui est un baromètre qualité disponible sur notre site internet. Et ensuite, en fonction des résultats de l'autodiagnostic, ils peuvent aller un petit peu plus loin dans la démarche et demander un rendez-vous de pré-diagnostic. Ce rendez-vous de pré-diagnostic permet de faire vraiment un état des lieux de leurs bonnes pratiques développement durable sur l'événement. Lorsque l'on a terminé ce rendez-vous de pré-diagnostic, je vais remettre à l'organisateur un état des lieux de ces bonnes pratiques avec des préconisations d'action. Donc ces préconisations d'action, ce sont par le biais de fiches actions, des priorités primaires ou secondaires sur l'événement, telles que le transport, la restauration. C'est l'organisateur qui choisit lui-même sur quelle thématique il veut s'améliorer pour l'édition à venir. Alors Rennes sur Olette se passe
derrière moi, au final. On est sur l'Esplanade Générale de Gaulle à Rennes et c'est un événementiel de roller à la base qui s'est ouvert progressivement à la glisse urbaine. On souhaitait avoir une certification de notre engagement d'une certaine manière de notre démarche éco-citoyenne, même si on a eu un prix avec l'ADEME en 2010. On voulait continuer cette certification et quoi de mieux d'avoir une certification via le Cross Bretagne qui est quand même la structure sportive référente sur notre territoire. L'accompagnement collectif, lui, se traduit par des ateliers collectifs de formats différents, demi-journée ou journée complète. L'ensemble des organisateurs peuvent bénéficier des ateliers collectifs où on va se faire rencontrer l'ensemble des organisateurs culturels et sportifs pour parler par exemple de comment mettre en place des transports doux sur mon événement, comment respecter le site de mon événement, comment gérer des achats éco-responsables. Et ces ateliers vont permettre de faire des travaux collectifs et d'essayer d'apporter des outils et des solutions pour les organisateurs. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement collectif qui est une plus-value également puisque c'est une convention de partenariat que l'on a avec le collectif des festivals qui nous permet de se faire rencontrer autant les organisateurs du culturel et les organisateurs d'événements sportifs pour confronter un petit peu les problématiques et voir qu'elles sont similaires, donc il faut avancer et on peut avancer ensemble. Et voilà, avancer ensemble, ça pourrait être un peu notre objectif là, pendant ces 2 jours et bien au-delà, évidemment, entre le sport et la culture. Une vidéo qui est très instructive. Bravo, Caroline Vincent. En tout cas, on voit que le cross est reconnu comme l'entité qui est référente en Bretagne et que c'est très important pour les organisateurs d'événements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus en complément sur la façon dont vous les accompagnez, justement, ces organisateurs ? C'est vrai que cette vidéo dit déjà beaucoup de choses. Mais comme la vidéo le précisait, c'est vrai qu'on accompagne sur les 3 piliers du développement durable, donc aussi bien sur l'aspect social, économique et environnemental. Donc on montre que le développement durable est un support aussi de développement de la pratique sportive. Donc c'est cet aspect-là. Et puis l'objectif de cet accompagnement, c'est de permettre aux organisateurs d'être dans une démarche de progrès constant. Donc on avance à petits pas, avec du bon sens, chacun à son rythme en fonction de ses ressources. En fait, comme le disait la vidéo, on réalise un état des lieux de l'événement. Ensuite, on fait des propositions d'action. L'organisateur, lui, va choisir des pistes d'action sur lesquelles il souhaiterait commencer. Et à partir de là, une fois que l'événement a eu lieu, on évalue ce qui a pu être mis en place. On voit pourquoi il y a eu des échecs, des freins, mais aussi les leviers, les réussites, les leviers d'action, donc ce qui permet de partager. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux qui permet d'aller vers des événements de plus en plus responsables. Ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'il est ouvert à tous. En fait, cet accompagnement, il n'est pas ouvert seulement à nos adhérents. On est dans une démarche d'intérêt général, donc on accompagne différents types d'organisateurs, que ce soit du plus petit événement avec peu de participants au grand événement sportif, et qu'ils soient adhérents ou non à une fédération sportive adhérente au cross. Avec un accompagnement à chaque fois sur mesure, enfin comment vous vous adaptez justement à la taille de ces différents événements du monde sportif et culturel ? En fait, c'est vraiment ce rendez-vous de prédiagnostic ainsi que le travail à partir du baromètre d'évaluation qui va nous permettre d'adapter en fait l'accompagnement à l'organisateur, mais aussi à ses souhaits, ses sensibilités, parce que voilà, chacun est différent, a un fonctionnement différent, une gouvernance aussi différente, donc on prend aussi cet aspect gouvernance qui nous semble important. Vous arrivez à fournir, parce que vu le dynamisme des événements en Bretagne, vous arrivez à... Alors aujourd'hui, oui. Alors si tous ceux qui nous regardent vous appellent, par exemple. Demain, forcément, on est en train de réfléchir à une nouvelle organisation si on a de plus en plus de demandes, notamment d'accompagnement individuel. Sur l'accompagnement collectif, ce n'est pas un souci. Sur les ateliers dont on parle dans cette vidéo, c'est pas un souci qu'on co-organise avec le collectif des festivals. Là, on peut continuer à fournir sur l'accompagnement collectif. Sur l'accompagnement individuel, on mettra les moyens en œuvre pour pouvoir accompagner les besoins de la région. Alors, il faut savoir aussi qu'on déploie en ce moment cet accompagnement. On s'appuie sur des relais territoriaux et notamment les collectivités territoriales qui sont demandeuses de cet accompagnement. Donc certaines nous demandent d'intervenir sur leur territoire pour sensibiliser les organisateurs de leur territoire.
Donc on peut intervenir par exemple sur une thématique en particulier. Et puis on développe actuellement donc à destination des collectivités un package qui leur permettra demain d'offrir notre offre de service aux organisateurs de leur territoire. Alors justement, on est dans les offres de services, peut-être les outils existants. Audrey Wittersheim, est-ce que vous avez des outils qui existent déjà alors à l'échelle nationale ou qui sont en cours de développement ? Oui, on a justement développé un certain nombre d'outils ces dernières années parce qu'on s'est rendu compte qu'il existait aussi beaucoup de choses, qui avaient aussi des besoins sur d'autres parties du développement durable. Donc on a tout regroupé sur une plateforme, donc la plateforme RSO, qui est accessible sur le site du CNOSF ou le lien URL, je crois, qu'on va vous partager. Oui, tous les liens sont partagés via sur la plateforme. Donc vous allez tout retrouver. Exactement, voilà. Donc sur la plateforme RSO, on va pouvoir retrouver tous les outils qu'on a pu développer ces dernières années avec les fédérations et puis des petits groupes de travail avec les Cross-Ecdos notamment, donc Cross-Bretagne fait partie. Donc il y a une petite vidéo sur qu'est-ce que la RSO en moins de 3 minutes, une page sur la RSO dans l'ADN du sport, voilà, qui reprend un peu les éléments de langage et tout ce qu'on peut savoir sur les atouts de la RSO et pourquoi s'engager dans cette démarche-là. Un référentiel de 6 axes d'action, 108 principes d'action, qui est issu tout un travail d'appropriation de la norme internationale sur la RSE, ISO 26000, voilà, qu'on s'est vraiment approprié et qu'on a retravaillé par rapport aux spécificités du sport. Donc ça, c'était un gros travail qu'on a mené en 2017-2018 avec les fédérations. Et puis, sur la base de ce référentiel-là, on a ensuite créé un outil d'autodiagnostic RSO qui est aussi accessible en ligne. Il suffit de créer un compte sur la plateforme RSO. Et à partir de là, on identifie du coup des axes d'amélioration, des points forts, des points faibles dans son organisation, un peu comme le fait déjà le Cross-Bretagne au niveau local dans son accompagnement. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut faire en toute autonomie sur la plateforme. Ça peut être déjà une première étape. Exactement, c'est tout à fait ça. On peut le faire en toute autonomie là-dessus, identifier des axes d'amélioration et ensuite se rapprocher d'une structure, que ce soit le CNO ou les Cross-Ecdos dans les régions, pour ensuite aller plus loin dans sa démarche. Et puis on a ajouté une boîte à outils sur cette plateforme-là qu'on essaye d'alimenter au fur et à mesure avec des bonnes pratiques justement qui nous remontent des territoires, des bonnes pratiques d'organisation, d'organisateurs d'événements sportifs, des guides, des outils voilà, qu'on développe aussi au niveau national avec le ministère, Paris 2024, le CNO. Et l'un des derniers outils qu'on a rajouté sur cette plateforme, c'est un module interactif que l'on a mis en ligne en juin, qui apporte des clés méthodologiques et les facteurs clés de succès d'une démarche RSO, donc qui est accessible à tous. Celles-ci sont forcément à devoir créer un compte. Donc voilà, on invite tout le monde à y jeter un coup d'œil aussi. On peut l'utiliser soit sur certains thèmes, soit pour sensibiliser certaines de ses parties prenantes. Merci beaucoup. Avant de revenir, Caroline Vincent, sur l'accompagnement des collectivités, on y reviendra tout à l'heure. Je vais passer la parole à Marilyn parce que le temps passe. Donc, je veux d'abord et avant que Marilyn prenne la parole pour vous parler plus précisément de culture, je propose de découvrir en images l'émission du collectif des festivals et en musique surtout, bien sûr. Le collectif des festivals est une association qui rassemble des festivals engagés dans le développement durable et solidaire en Bretagne. Il s'est créé en 2005 à l'initiative de 6 festivals fondateurs qui voulaient améliorer leur démarche de progrès mais aussi pérenniser leurs projets. Ces 6 festivals se sont rencontrés régulièrement, ils ont échangé, ils ont écrit la charte des festivals engagés dans le développement durable et solidaire qu'ils ont signée en 2007. Depuis 10 ans, le collectif a grossi. On compte aujourd'hui 4 emplois salariés et 30 festivals adhérents. Ce sont des festivals très différents au niveau de leur taille, de leur esthétique, de leur configuration, mais ils partagent tous l'envie de travailler ensemble pour améliorer leur festival. Nos adhérents bénéficient d'un accompagnement individuel et collectif. Nous leur apportons un soutien méthodologique dans la mise en place d'actions. Par exemple, nous les accompagnons à réduire leurs déchets, à mettre en place des toilettes sèches, à réduire les risques liés à la fête, à améliorer l'accessibilité des personnes en situation de handicap, à mieux penser leurs achats et à mettre en place un plan de déplacement pour les festivaliers.
On travaille aussi sur des chantiers expérimentaux avec les festivals adhérents. On mène des études, des enquêtes, on met en place des groupes de travail. Aujourd'hui, on travaille notamment sur la transition énergétique, la restauration durable et aussi les ressources humaines, que ce soit salariés ou bénévoles. La mission du collectif, c'est de favoriser la mise en commun des expériences des festivals, de s'inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres et de les accompagner dans leur démarche de responsabilité sociale et environnementale. Le collectif des festivals, c'est également une structure ressource pour tous les organisateurs de manifestations culturelles de Bretagne. On crée, on diffuse de nombreuses ressources documentaires, des fiches pratiques, des guides, des retours d'expérience qui sont adaptés au secteur. On les met en ligne sur notre site internet. On organise également des rencontres, des ateliers et des formations afin de favoriser le partage d'informations, la montée en compétences. Pour les organisateurs qui le souhaitent, on propose aussi un diagnostic développement durable gratuit et personnalisé. Donc ça consiste en un état des lieux des actions développement durable et des préconisations pour aller plus loin et améliorer leur démarche. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions via Klaxoon en appuyant sur le grand plus là en bas de la plateforme et en sélectionnant message. Et si vous avez tout particulièrement des questions pour Pierre Pouliquen, c'est maintenant parce qu'il va nous quitter dans une dizaine de minutes. Donc n'hésitez pas. Voilà pour les questions pour Pierre Pouliquen et après on aura un tout petit peu plus de temps. Marine Miller, donc on vient de voir dans cette vidéo, vous êtes très reconnue de tous les festivals en Bretagne, hein, ils vous connaissent tous, vous les accompagnez, vous jouez un rôle très important et vous accompagnez tout type de festival, là aussi, quelle que soit la taille. Oui, de la même façon que pour le cross, en effet, on a une mission qui est multiple. On a un travail que l'on fait avec nos festivals adhérents, donc c'est un accompagnement individuel, mais en fait, au fur et à mesure de la vie du collectif des festivals, qui a maintenant plus de 15 ans, on a développé de nouveaux services et depuis maintenant plusieurs années, en fait, une grande partie des missions s'adresse à l'ensemble des manifestations culturelles. Et ce n'est pas une mince affaire parce qu'on doit être aux alentours de 500 manifestations culturelles en Bretagne quand on prend l'ensemble des domaines artistiques et quand on prend toutes les tailles, du petit festival au très grand, oui. Oui, demain, on parlera des trans musicales à Rennes en particulier. Donc, effectivement, il y a tout type de taille. Mais alors, quel est l'intérêt d'être adhérent Vous avez combien d'adhérents, d'ailleurs, sur les 500 ? Alors là, aujourd'hui, on a 32 festivals adhérents. C'est particulier d'être un festival adhérent collectif. C'est une démarche de long terme quand on s'engage en tant qu'adhérent parce qu'on y vient pour de l'accompagnement individuel, mais on y vient aussi pour donner beaucoup. Et donc, en fait, quand on est adhérent, on participe, ça a été dit dans la vidéo, à des ateliers. Tout le travail un peu d'expérimentation, tout le travail qui permet aussi à l'équipe salariée de développer son expertise, elle s'appuie sur sa connaissance et le travail qui est mené sur les festivals adhérents. C'est vraiment ce travail-là qui nous permet ensuite à nous de mettre en place des ressources qui sont en ligne sur notre site internet, de construire des modules de formation qui ensuite vont bénéficier à l'ensemble. Donc le festival adhérent, il vient pour à la fois bénéficier d'un accompagnement, mais aussi donner de son temps. En faire profiter aussi de toutes ces bonnes pratiques au plus grand nombre. Donc 32 aujourd'hui, c'est un vrai laboratoire d'idées, vous m'avez dit, hein, c'est très très riche. Beaucoup de... Oui, 32 répartis sur toute la Bretagne, beaucoup de festivals de musique évidemment, parce que ça rythme l'année en Bretagne. Mais on a aussi cinéma, photographie, des petits. On a également des festivals uniquement associatifs, sans équipe salariée. On a des festivals avec des équipes salariées. Et c'est cette rencontre entre tous ces événements qui, en fait, je pense, fait la richesse du collectif et qui, surtout, nous donne des idées, permet d'expérimenter d'une façon ou d'une autre chez l'un et chez l'autre. Et ce qu'on vient aussi chercher quand on est membre du collectif, c'est toute la dynamique justement collective, le faire ensemble. C'est-à-dire qu'on peut très bien être un festival engagé dans le développement durable, être même très innovant, très performant, mais le faire seul, c'est possible. La plus-value, c'est que là, on le fait ensemble. Voilà. Avec des rendez-vous réguliers. Et alors, si on se met à la place d'un organisateur, peut-être associatif, d'un petit festival dans une petite commune, qu'est-ce que vous lui apportez ? En quoi vous pouvez l'aider ?
En fait, l'organisateur d'un festival, c'est souvent une association, très souvent une association. En tout cas, en Bretagne, c'est le cas. C'est également souvent une équipe bénévole. D'abord une équipe bénévole, c'est beaucoup de bénévoles. C'est ensuite quelques salariés permanents, une équipe d'intermittents. Donc voilà, déjà on a une équipe plurielle, on a pas mal de parties prenantes, on a des partenaires. C'est souvent des partenariats avec la collectivité locale, le département ou la région. Donc voilà, le festival arrive avec déjà toute une histoire. Et ce que nous, on peut lui apporter, c'est donc de la même façon que pour le cross, un diagnostic, donc une meilleure connaissance déjà de ce qu'il fait. On a des outils pour l'aider à identifier, en effet, là où il en est rendu sur le sujet des transports, etc. On peut lui apporter de l'expertise pour s'améliorer. On a aussi des outils qui servent plutôt à faire équipe, à consolider des ambitions ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des organisateurs, que ce soit les bénévoles, les salariés, les prestataires, en fait, s'engagent dans une même direction en matière de développement durable. Et puis, sur certains postes, par exemple chargés de production, etc., il y a quand même besoin de développer des nouvelles compétences. Et donc là, on agit plutôt sur de la formation pour changer ses pratiques professionnelles. Ce qui fait le succès, peut-être, hein, j'imagine que c'est le cas pour tout le monde, c'est qu'il y ait quand même un peu une personne qui soit particulièrement engagée et qui impulse cette dynamique dans toute l'équipe. Oui, il y a des clés de réussite, hein, ça c'est clair. Et savoir qu'une personne est référent développement durable, c'est une clé de réussite. Après, c'est le rôle de tout le monde, hein. Ça s'anime. Mais très concrètement, les responsabilités sont partagées, mais il faut un référent. Voilà. Il y en a plusieurs. Et ce qui a été dit aussi par les intervenants précédents, que je trouve très pertinent, ce qui est aussi très important, c'est de communiquer et de temps en temps de valoriser ce qui est fait. Et le diagnostic sert aussi à ça. Souvent, on s'est rendu compte que des festivals venaient en disant bon, on doit faire un petit peu, mais on aimerait bien faire plus. Et en fait, le diagnostic met déjà en valeur de nombreuses actions qui sont menées. Et ça, c'est important. Oui, complètement. Pierre Pouliquin, alors déjà que vous inspire tous ces témoignages, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de, une dynamique entre le sport et la culture qui est déjà très, très présente, très engagée. Clairement, ouais, clairement. Ouais. Et puis avec une notion quand même de ne pas contraindre, mais vraiment d'aller vers. C'est-à-dire que quand on voit tout à l'heure, par exemple, l'accompagnement, c'est le choix en fait de l'organisation qui fait qu'ils aient envie d'aller améliorer telle et telle chose. Et ça, je pense que c'est déjà important. Et puis de se sentir soutenu, et en fait de savoir qu'on peut avoir une écoute, une aide quelque part. Et c'est vrai que ça fait réfléchir, même en arrivant et en partant, je ne vais peut-être pas avoir la même notion des choses, en fait, clairement, puisque on parle souvent de label. Le label, c'est contradictoire aussi. Parce qu'en fait, on emmène des gens à peut-être dénaturer l'objectif de départ sur un label. C'est-à-dire C'est-à-dire que on va avoir des organisations. Si demain, on veut, par exemple, marquer le coup des organisations qui sont vertueuses, si on met un label demain, il faut mettre quelque chose en face. Et pour avoir ce quelque chose en face, notamment financier, des fois, c'est facile de remplir un dossier. C'est très simple. Comment on contrôle derrière? C'est impossible. À l'échelle de la région, c'est impossible. Donc moi, j'aime plutôt ce côté accompagner peut-être les acteurs sur aller vers un référentiel, aller vers le partage des bonnes pratiques. En tout cas, nous, c'est vrai qu'on a deux gros volets au niveau des budgets de la région, c'est l'investissement et le fonctionnement. Et c'est vrai que le fonctionnement, c'est complètement délicat. Par contre, l'investissement, oui, là, on peut labelliser. Là, on peut vraiment avoir un cahier des charges bien défini, ce qu'on appelle un peu l'éco-conditionnalité, ou alors la socio-éco... Enfin, il y a plein de noms qui arrivent en même temps. Mais en tout cas, je pense que vous ça, donnez par contre, on peut le faire. S'il y a quelque chose de concret derrière. C'est clair. Soit on fait du bonus, soit on fait du malus. En tout cas, si on veut... On sait très bien qu'à un moment, la contrainte est aussi envers peut-être les collectivités, peut être un vrai levier. Ouais, bien sûr. Mais pas sur le monde associatif. C'est pas du tout la philosophie de départ. Et je pense que, comme le disait Marilyn, c'est important déjà de repérer ce qui est fait, de se reconcentrer et réfléchir sur ce qu'on fait de bien, parce qu'en fait, on fait peut-être tous les jours au quotidien des choses assez exceptionnelles, sans le savoir.
on fait aussi des choses qui sont pas bonnes non plus pour l'environnement. Mais voilà, je pense que il y a comme je disais en préambule, hein, il y a des organisations aujourd'hui qui sont en lien direct, qui sont organisées, donc faisons en sorte de travailler collectivement et d'accompagner et de voir comment on peut faire par la suite. Et nous avons une conférence régionale du sport qui est mise en place. Alors, il y avait une conférence avant, il y a aussi, je sais, les 3C, c'est ça, je ne sais plus, le conseil culturel, en fait. Et ben, là, on a vraiment aussi une organisation où on peut amener vers. Et il y a un partage, il va y avoir un diagnostic, il y a un partage de ce qui est déjà fait, et on doit continuer. Et je pense que, enfin, honnêtement, moi, j'ai pas de crainte, on ira certainement plus vite que certaines politiques au niveau du développement durable. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à changer aussi. C'est plus facile peut-être d'intervenir aujourd'hui sur telle et telle structure. Quand on parlait tout à l'heure de l'économie, l'agriculture, vous avez tout un système qui est à changer. Et c'est vrai que derrière, c'est un système onéreux quand on veut aller vers des transitions. Et si au-delà de la région, on n'est pas aidé à aller vers, c'est vrai qu'on aura un peu plus de difficultés. Voilà, donc l'éco-conditionnalité des aides à l'investissement, c'est pour quand ça, hein ? Un autre nom peut-être, parce que je crois que ça devient aussi un peu trop récurrent. Bon, en même temps, c'est clair. Ouais, c'est clair, mais voilà, je pense qu'il faut... pas trouver quelque chose qui soit un vrai levier. Caroline a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Le développement durable, c'est avant tout les 3 piliers. On a tendance à l'oublier. On a fait l'agenda 21. On a déjà fait plein de choses depuis des lustres. Hein. Après, il faut la volonté. Il faut la volonté politique, il faut la volonté des acteurs. Et c'est vraiment le social, l'environnemental et l'économique. On va évoquer tout à l'heure avec Caroline Vincent justement les JO 2024, la préparation sur les territoires, ça aussi c'est un objectif en ligne de mire. Je vous retiens pas plus longtemps, vous êtes attendu. Oui, notre commission qui m'appelle. La commission vous appelle. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour échanger. Merci à vous. Alors, peut-être, Marie, pour résumer tout ce qu'on vient de se dire, en quoi le collectif est une force pour le territoire breton, selon vous ? Qu'est-ce qui fait que c'est très important ? Peut-être que ce qu'il faut souligner, c'est que le collectif est probablement une force pour le territoire et inversement, en fait, contrairement au milieu du sport qui peut-être est, de par son histoire, est structuré d'une autre façon. On n'a pas forcément l'équivalent dans toutes les régions et le collectif des festivals est une émanation des acteurs du territoire. Et il a été possible parce qu'en fait, on a été soutenu depuis le début aussi par des partenaires que sont la région et l'ADEME Bretagne. Il est parti, mais enfin, on le remercie. Voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment son histoire de 15 ans, c'est le fruit d'un contexte, d'une région où les acteurs ont très vite eu envie, les organisateurs de festivals, acteurs culturels, de travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, le développement du collectif, par toutes les ressources et les moyens qu'il met à disposition des acteurs culturels, en fait, le lui rend aussi... c'est une ressource qui est maintenant... d'intérêt général, c'est-à-dire dans le sens où que ce soit nos formations, les échanges de pratiques, les visites sur site, parce que l'échange de pratiques entre pairs est vraiment un levier pour le changement, que ce soit le MOOC, qui est un nouvel outil que l'on propose. L'objectif, c'est vraiment de transmettre. Ça, ouais. On a maintenant des modules de formation en ligne, c'est gratuit. Et vraiment, l'objectif, c'est de transmettre et de capitaliser tout ce que l'on peut faire dans l'accompagnement des festivals adhérents pour le plus grand nombre, pour l'ensemble des acteurs culturels. Donc là, tous ceux qui nous regardent peuvent aller sur le site du collectif et trouver ces MOOC à disposition. Alors, de plein de fiches pratiques. Alors, parce qu'on a besoin d'outiller méthodologiquement. C'est quoi la bonne porte d'entrée ? Le MOOC est pensé comme une porte d'entrée. C'est-à-dire qu'on est sur un format qui est agréable déjà, qui est un format court que l'on peut regarder, visionner à tout moment et assez facilement. Et on est sur un message qui est de dire, demain, le festival éco-responsable, à quoi il pourrait ressembler. Voilà, pour nous, ce qu'est un festival éco-responsable. Donc c'est une bonne porte d'entrée. On en a 2. On en a un qui est vraiment sur les festivals en transition, assez généraliste, et puis un autre sur les questions de prévention et réduction des risques. Ensuite, le diagnostic, un autodiagnostic, il existe différents outils, c'est aussi une bonne porte d'entrée pour savoir en effet où on en est et se fixer
collectivement des objectifs. Et après, en fonction des chantiers que l'on veut mener, on peut aller voir du côté de la formation, du côté des fiches pratiques. Ce serait une bonne façon de faire. Ce serait une bonne façon de faire. Il y a des passerelles entre le sport, les bonnes pratiques sportives et les bonnes pratiques culturelles. Vous faites des formations en commun ou... Oui. On fait tous les ans 3 ou 4 formations ensemble. On discute beaucoup sur les thématiques, là où on peut trouver peut-être des enjeux communs, des solutions communes. On travaille aussi nos ressources ensemble. On échange beaucoup entre salariés des deux structures sur nos outils, comment on les construit, le diagnostic, même si à l'arrivée, on va s'adapter à notre secteur. C'est beaucoup de temps d'échange déjà au niveau de l'équipe. Et puis, c'est ce colloque, voilà. Ça, c'est la preuve. Voilà. Continuez. Alors, posez vos questions. Pour l'instant, j'avoue que je n'en reçois pas beaucoup. Donc, au moins, dites-nous si vous êtes bien là, connectés, si tout va bien pour vous. Réagissez, faites-nous signe, quoi. Hein, qu'on n'est pas là, voilà, façon de participer au débat si on est dans la bonne ligne de vos attentes. Caroline Vincent, un point sur les JO 2024. C'est demain, hein, finalement, ça va se rapprocher très très vite. Comment vous accompagnez les collectivités qui postulent pour cet événement, pour contribuer à l'événement? Oui, donc c'est vrai que c'est demain. Ça va venir très vite et on sent qu'on a un vrai travail à faire sur les territoires pour lancer une dynamique, pour accompagner la dynamique territoriale. Donc il faut savoir qu'il y a des collectivités qui sont déjà labellisées Terre de Jeux 2024, c'est le label qui existe. Ces collectivités, elles partagent une vision avec Paris 2024. Cette vision, c'est la conviction que le sport change des vies, que le sport est un vecteur incomparable de rassemblement et de cohésion, que le sport est un formidable outil d'éducation et d'inclusion. Donc elle s'engage sur 3 piliers, la célébration, l'héritage et l'engagement. Celui qui va nous intéresser là dans le cadre d'aujourd'hui, c'est l'héritage, c'est-à-dire mettre plus de sport dans le quotidien des Français, plus de sport pour l'éducation, pour la santé, l'inclusion, plus de sport durable et responsable, et plus de sport accessible à tous. Donc c'est dans ce cadre-là de la labellisation Terre de Jeux que nous, on peut les accompagner notamment sur ce volet environnemental, mais plus largement sur le volet développement durable. Donc il faut savoir que dans ce label, sur chaque pilier, les 3 piliers, on retrouve des exemples d'actions à mener sur la prise en compte environnementale. Donc voilà. On leur propose particulièrement alors soit dès en amont de les accompagner sur l'obtention du label Terre de Jeux, de construire le projet, de le construire avec une démarche progressive aussi, parce qu'il y a ce qu'on va faire cette année, mais aussi demain, jusqu'en 2024. Dans cet accompagnement, justement, on l'accompagne sur tous les aspects du développement durable, donc aussi bien comment le sport est support d'éducation, d'insertion, comment le sport est support de développement durable, comment le sport peut être support de santé des populations. Donc il y a tous ces volets-là sur lesquels on peut les accompagner. On a une offre d'accompagnement clé en main, dont celle sur le développement durable. Ça concerne combien de collectivités aujourd'hui? Alors je vais me tromper parce que ça bouge tous les jours. Je pense qu'on est à plus de 50, entre 50 et 100 collectivités. On a peut-être même dépassé les 100 collectivités en Bretagne qui sont labellisées Terre de Jeux. Donc on a évidemment le conseil régional, les conseils départementaux, et après on a soit des communes ou des EPCI qui sont labellisés Terre de Jeux. Et ça, c'est évidemment en lien aussi au niveau national. J'imagine que c'est une démarche que vous organisez entre les crosses en région et le niveau national, Audrey? Oui, alors ça c'est surtout quelque chose qu'on anime au niveau des territoires, bien sûr, pour pouvoir accompagner au plus près, comme le disait au niveau du Cross Bretagne, pour pouvoir accompagner au plus près les collectivités. Et nous, au niveau national, on travaille en lien, en collaboration étroite avec Paris 2024, bien sûr, sur tous les autres aspects, et avec cette vision d'héritage. L'idée, c'est pas de s'arrêter à 2024, mais aussi de penser à ce qu'on va faire après, est-ce qu'on va pouvoir profiter, comment est-ce qu'on va pouvoir profiter de Paris 2024 pour pouvoir continuer à progresser dans la démarche d'amélioration continue éco-responsable. Justement, Marie Dostromo tout à l'heure nous évoquera plus précisément toutes les actions engagées pour Paris 2024 et voilà, sur ces 3 piliers, bien sûr. Caroline Vincent, sur quels autres sujets vous pouvez accompagner les organisateurs de manifestations d'une façon plus générale, dont on n'a pas encore parlé?
Alors c'est vrai qu'on a déjà dit beaucoup de choses ce matin, mais c'est vrai que sur... en fait, c'est très concret. Sur l'accompagnement individuel, on va vraiment les accompagner en regardant comment s'organise la manifestation, avec qui, sur quel terrain. Donc, par exemple, sur la qualité environnementale, on va regarder comment sont gérés les déchets, la quantité de déchets. On peut travailler sur la biodiversité. Par exemple, avec certaines manifestations qui ont lieu en milieu naturel, on regarde le trajet, l'itinéraire de la manifestation, là où va se situer le public. Comment est-ce qu'on peut éviter des périodes où il y a de la nidification d'oiseaux, éviter des espaces qui pourraient déranger des oiseaux, par exemple, ou d'autres espèces. Donc, l'accompagnement peut être vraiment très, très concret. On travaille évidemment sur l'aspect social, sur la thématique du sport santé, comment faire profiter l'événement au plus grand nombre de personnes, avec une diversité des publics, une diversité de pratiques qui va s'adapter à l'ensemble des publics, que ça soit sur du générationnel, mais aussi sur des personnes en situation de handicap. Donc on va réfléchir aux aménagements, à la signalétique. Et puis on travaille sur l'aspect économique. On a vraiment un pilier, vraiment développement local de la manifestation. L'ancrage de la manifestation, pour nous, c'est très important. On réfléchit vraiment au développement des réseaux sur le territoire, c'est-à-dire comment peut-être on peut se mettre en lien avec des acteurs culturels sur sa manifestation sportive, mais aussi des producteurs locaux, avec l'école de son territoire qui peut travailler par exemple sur les valeurs du sport en amont et qui le jour J va mettre en place un certain nombre d'animations. Donc voilà, la notion pour nous d'ancrage et voilà, le fait que cet événement il ait lieu à cet endroit-là et pas ailleurs, ça a du sens et comment l'événement peut être support de développement local plus globalement. Et puis de façon collective, mais Marie en a déjà parlé, c'est les formations avec ces ateliers collectifs où un certain nombre d'ateliers sont donnés. Donc c'est vrai que nous, c'est quoi les thèmes juste par exemple, on a eu beaucoup de manifestations sportives de pleine nature qui étaient engagées. Donc on a beaucoup travaillé sur la gestion, comment prendre en compte la gestion environnementale de mon événement, préserver le site de mon événement. Ça peut être aussi comment je pitch mon événement devant un partenaire. Ça, c'est des choses qui... Donc voilà, on n'est pas que sur l'aspect... On a fait plusieurs ateliers ensemble sur les transports, sur la mobilité, ça, sur la gestion de l'eau. Un gros sujet, les transports. Sur une bonne gestion de l'eau, supprimer les bouteilles plastiques, oui, et comment on fait venir de l'eau en quantité aussi sur l'événement. Oui, on reviendra sur la question des transports, notamment avec les JO tout à l'heure. C'est vrai que c'est des gros... comment dire, je ne dis pas de problème, mais en tout cas, c'est générateur de pas mal d'émissions de CO2 quand même, tous ces transports. Peut-être pour finir, si on parle d'aide, alors est-ce qu'il y a des aides particulières pour justement lancer des démarches? Est-ce que vous les accompagnez aussi pour leur permettre de bénéficier d'aides qui existent? Je ne sais pas, est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y en a? Vous parlez d'aide financière? Ben oui. Oui. Ouais, on a dit tout à l'heure avec Pierre Pouica que c'était un peu le nerf de la guerre. Donc bon, est-ce qu'aujourd'hui il y a des aides qui sont fléchées pour justement cette en fait, il existe un certain nombre d'appels à projets qui peuvent rentrer vraiment sur cette thématique développement durable. Mais on voit aussi aujourd'hui que pour les collectivités qui vont s'impliquer de plus en plus dans cette notion de développement durable, de transition écologique, c'est important. Et forcément, elles vont accompagner de plus en plus les événements qui s'engagent sur ce terrain-là. Et puis... oui, pour bénéficier de soutien financier, le fait d'afficher une démarche vertueuse, ça peut aider quand même. C'est ça, complètement. Et en fait, dans les diagnostics que l'on mène et dans l'accompagnement, on pose souvent la question des freins. Et alors qu'en effet, l'équilibre économique d'un festival est toujours un petit peu tendu et qu'une démarche de développement durable, c'est en tout cas au début peut-être plutôt des dépenses. Investissement et ensuite, au contraire. Oui, au début, voilà, c'est de l'investissement parce qu'il faut plus anticiper, il faut plus y travailler. Eh bien, pour autant, l'élément financier n'est pas forcément le premier frein. Et c'est vrai que à la fois ceux qui ont envie d'agir le font. Et pour ceux pour lesquels c'est plus compliqué, c'est pas nécessairement des freins oui, c'est pas forcément la question finalement. Voilà. C'est plus être accompagné et justement dans toute cette démarche. Ce qui mobilise un événement et ce qui doit mobiliser tous les événements, c'est en fait l'importance des enjeux, que ce soit sociaux et environnementaux.
L'importance aussi d'y aller aujourd'hui et pas demain. Et surtout l'importance de sa... je vois que c'est un des mots qui ressort sur justement, oui, on de, a la, le de sa responsabilité. Et à s'affiche. partir du moment où on accueille du public, on se doit d'être un acteur responsable aujourd'hui. Ouais, on termine cette table ronde avec le nuage de mots klaxoon qui s'affiche avec la transition qui vient en premier, mais aussi cette responsabilité, cette notion de responsabilité. Est-ce que vous voulez dire encore un mot pour conclure, Caroline, Audrey, Marilyn? Est-ce que vous avez un dernier message que vous avez envie de partager? C'est toujours Allez, Caroline se lance. C'est vrai qu'il y a un mot qui est plus petit que les autres, mais moi qui me semble important, et on le voit aujourd'hui, c'est le collectif. Je crois qu'en faisant ensemble, on trouvera plus facilement des solutions, on pourra partager ces bonnes pratiques. Donc voilà, je pense que c'est aussi l'idée, et dans cette perspective qu'on travaille, c'est autour de l'échange, du collectif. Moi, je dirais que ce soit pour l'organisateur ou même pour le festivalier, en fait, la transition, ça demande un effort. Donc ça, il ne faut pas essayer de faire croire le contraire, ça demande un effort. Et donc, en effet, à un moment donné, il faut pouvoir avoir des compensations, que ce soit une reconnaissance de la part des institutions, ou autre, mais on le sait que ça va nous demander du travail. L'accompagnement et nos structures d'accompagnement sont aussi un outil pour que cet effort passe mieux. Soit récompensé, et en tout cas la fierté de s'engager pour quelque chose de très très important. Audrey, un dernier mot? Oui, d'abord vous féliciter parce qu'au niveau de la Bretagne, c'est quand même une initiative qui est particulièrement intéressante. Et je pense qu'effectivement, pour accompagner les organisateurs, vous avez quand même des réseaux qui sont extrêmement bien outillés et une belle initiative sur laquelle ils peuvent s'appuyer, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Donc il faut vraiment en profiter et j'espère pouvoir valoriser ça encore davantage dans d'autres régions pour pouvoir développer la même chose. S'inspirer de cet exemple breton. Merci beaucoup, merci à toutes les trois. Je vous propose 5 minutes de petite pause avant de retrouver notre regard croisé. À tout de suite.